Bonjour et bienvenue aux actualités TVCO. Au sommaire cette semaine, un plan stratégique autour du tourisme durable pour Tourisme Charlevoix. Salle comble pour la rencontre entre les citoyens de l'île aux Coudres et la Société des traversées du Québec. Le maire Michael Pilote fait le suivi des différents enjeux liés aux inondations de Baie-Saint-Paul. Retour sur la mise en pratique du plan d'urgence avec le directeur de la sécurité publique de Baie-Saint-Paul. Quelles sont les différentes initiatives d'aide aux sinistrés? Et le Festival Jeunes Artistes de retour à l'île aux Coudres pour une seconde édition. Bonne émission! Tourisme Charlevoix présentait récemment son nouveau plan stratégique élaboré autour du tourisme durable. J'ai rencontré le directeur Michel Dion pour en discuter et revenir sur les impacts des inondations pour la prochaine saison touristique. Michel Dion, bonjour. Bonjour. Donc, Tourisme Charlevoix a dévoilé son nouveau plan stratégique pour 2023-2027 au courant de la dernière Assemblée générale. On parle d'une planification qui tourne autour du tourisme durable. Est-ce que ça se fait expliquer en quelques mots, c'est quoi le tourisme durable? Bien, en fait, c'est un tourisme qui est respectueux des générations actuelles, mais aussi des générations futures. C'est d'accepter qu'on ne fera pas tout l'argent qu'on souhaiterait, qu'on ne va pas tout protéger l'environnement qu'on souhaiterait, puis qu'on n'aura pas toutes les mesures sociales qu'on souhaiterait, mais c'est vraiment l'objectif de chercher un compromis. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est important dans Charlevoix. On voyait que le développement ne se fait pas toujours en partenariat, si je peux dire, avec les communautés locales ou que certains projets peuvent avoir des répercussions environnementales qui étaient importantes. Donc, c'est important de se poser cette question-là, puis on est très fiers d'une démarche qui a mobilisé 800 personnes. Oui, c'est beaucoup de monde. On voit d'ailleurs sur le diagramme, juste ici, là, il y a 3 aspects principaux là, qui ont été élaborés, l'environnement, l'aspect social et économique. Donc, c'est à travers ces 3 aspects-là qu'il y a des compromis à faire, si je comprends bien. Exactement. Déjà, le tourisme est une industrie économique, donc je passerai rapidement sur ça, mais le volet social, on a tout un nouveau volet de collaboration avec la communauté locale, donc des impliqués dans le développement, mais aussi de favoriser leur accès à l'industrie pour que ce soit le plus démocratique possible, parce qu'on voyait que des fois, l'industrie s'était éloignée de la population locale, que c'était plus possible pour la population d'y participer. Puis au niveau environnemental, bien là, on a des activités justement pour s'assurer de participer à des projets de régénération, en fait, des milieux naturels, de mécanismes de gestion des flux pour s'assurer qu'on ne va pas surcharger un endroit, mais qu'on va y aller plus en fonction des différents endroits sur le territoire, puis en fonction des capacités d'accueil. Donc, il y a des actions qui sont très, très, très variées, mais c'est sûr qu'on sort du cadre traditionnel parce qu'on va dans des champs qu'on n'était pas habitué d'aller normalement. Ça prend beaucoup de partenaires aussi, j'imagine, pour vous aider à travers tout ça. Il y a différents enjeux aussi qui ont été mis en lumière. Il y en a qui sont assez importants, comme le manque de main-d'œuvre, le manque de logement versus aussi les habitations locatives illégales, la surfréquentation et bien d'autres. Est-ce qu'on a déjà des pistes de solutions? De quelle façon vous allez travailler là, avec les partenaires pour en venir à bout de tout ça? Bien, il y a des activités qu'on était, je dirais, déjà actifs. Si je prends par exemple le manque de main-d'œuvre, on a une ressource dédiée à l'interne pour se pencher particulièrement là-dessus. Mais c'est certain qu'il y a des nouveaux champs qu'on n'ouvrait pas nécessairement, comme par exemple le manque de logement. Bien, on sait que c'est vraiment une problématique qui est quand même assez importante. Donc ça fait partie d'un champ de notre planification stratégique qui est d'influencer les décideurs. Donc on veut travailler justement avec les décideurs, qu'ils soient fédéraux, provinciaux ou encore municipaux, pour essayer de les outiller, pour aller faire des gains au niveau du logement, à la fois pour la population locale, mais aussi pour les travailleurs. Donc ça, c'est des choses qu'on veut certainement travailler à titre d'exemple. Mais vraiment, la planification est quand même vaste. Puis il y a quelque chose d'important à dire aussi, c'est qu'on veut qu'elle soit agile. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose, par exemple, si je prends par exemple les inondations, ben, c'est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement prévu, mais qui nous oblige à se réadapter.
Puis en même temps, je trouve que les inondations font juste encore plus justifier cette planification-là parce que dans celle-ci, on est beaucoup dans l'adaptation au changement climatique. Je pense qu'on voit plus que jamais que ça a des impacts chez nous. Oui, on en avait d'ailleurs déjà parlé un peu avec le plan montagne qui fait partie de cette vision-là. On va faire du pouce un peu justement sur les inondations. On vient de parler d'hébergement, d'habitation. Puis là, on parlait d'enjeux sociaux aussi. On a clairement là, un petit conflit qui s'installe présentement entre la disponibilité à l'habitation, les logements locatifs qui sont offerts par certains propriétaires là, pour les sinistrés. Oui. Comment qu'on s'enligne là, pour ça, là, les sinistrés qui vont se retrouver sans logement parce que tout est loué finalement, puis on veut quand même nos touristes chez nous cet été aussi? Bien, c'est des discussions qu'on a eues avec la ville de Baie-Saint-Paul, justement, là, très, très dernièrement. Puis jeudi dernier, je rencontrais la ministre du Tourisme, puis on a parlé aussi de cet enjeu-là. C'est certain qu'on a une situation difficile avec des sinistrés qui doivent se loger. Puis d'un autre côté, bien, on a évidemment des entreprises touristiques qui, au niveau des revenus, dépendent un peu de ces revenus-là pour assurer un peu les opérations. Donc, c'est certain que ça cause un peu un casse-tête et tout. J'ai pas nécessairement la solution en date d'aujourd'hui, mais une chose est sûre, c'est qu'on va continuer de travailler avec la municipalité, justement, puis avec le ministère du Tourisme et autres partenaires pour essayer de trouver des solutions. Parce qu'on ne veut pas voir des sinistrés être sans logis. C'est quelque chose d'absolument déplorable puis qui rentre justement dans une meilleure cohabitation dans la planification. Exactement. Au niveau là, des entreprises qui sont sinistrées et membres de Tourisme Charlevoix, bon, on connaît tous l'histoire du Genévrier, qui est un gros joueur touristique. C'est quoi, à quelle grandeur on a d'autres impacts aussi? Là, il y a des gîtes qui ont été touchés, des événements. Oui, bien c'est certain que les impacts, nous, on a chiffré environ une vingtaine d'entreprises qui ont été touchées. C'est dans des secteurs variés. Évidemment, les campings sont extrêmement touchés. Les gîtes aussi ont été quand même beaucoup affectés. On a des événements qui ont quand même été affectés. Bon, évidemment, le plus important, je dirais, le plus affecté, c'est la Coupe Québec-Canada de vélo de montagne qui devait avoir lieu au Genévrier. Bientôt quand même aussi. Oui, absolument. Donc, puis après ça, bon, le festif, on a aussi dans le milieu culturel, donc avec Musée d'art contemporain. Donc, je dirais que c'est assez varié le portrait jusqu'à présent. Si je peux, par exemple, dire une note positive, il y a, puis je veux pas amoindrir ce qui s'est passé à certaines entreprises, mais la plupart sont confiantes d'être capables d'opérer à l'aube de la saison touristique estivale. Donc, nous, c'est notre travail aussi d'envoyer un message positif aux touristes que Charlevoix est ouvert, Charlevoix est prêt à accueillir des gens, puis on a besoin de gens plus que jamais. On était à Montréal la semaine dernière, puis les gens pensaient que Charlevoix était détruit ou que la région était fermée. Donc, on a ce travail-là aussi de sans minimiser l'impact, mais que les gens maintiennent, ne paniquent pas, maintiennent leur réservation puis soient au rendez-vous cet été. Est-ce qu'on est en mesure sinon de relocaliser certains touristes ou on est encore en réflexion sur ce plan-là? Bien, je pense qu'il y a des entreprises qui auront des décisions difficiles à prendre, à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire cet été. Je pense qu'il y a quand même une belle résilience puis une belle mobilisation citoyenne, on le voit très bien, mais aussi des entreprises de travailler ensemble pour s'assurer que personne va se retrouver, de touristes va se retrouver un peu dans une situation difficile. Mais c'est certain qu'au niveau des entreprises plus affectées, là, ils devront voir s'ils sont en mesure d'opérer et si oui, à quel pourcentage des opérations normales. Oui. Donc, c'est à suivre, absolument. Oui, absolument. Chaque jour, il y a des nouveaux développements, donc on suit ça de près. Bien, merci beaucoup, Michel. Merci à vous. Bonne journée. C'est à l'église Saint-Bernard qu'a eu lieu la rencontre entre les citoyens de l'île aux Coudres et les représentants de la Société des traversiers du Québec. L'émotion et le mécontentement étaient palpables. Martin Ouellette vous a préparé ce reportage. Nous exigeons votre plus grande transparence en ce qui a trait aux communications. Dès le début de la rencontre, le porte-parole du comité de mobilisation Île aux Coudres, Francis Boudreau, donne le ton de la soirée. Vous comprendrez que nous sommes déterminés et nous n'abandonnerons pas notre démarche tant et aussi longtemps que l'île ne retrouvera pas le seul lien qui lui est essentiel à sa pérennité, un service de traversier sécuritaire, fiable et efficace.
Selon vos experts, parmi la flotte de 19 navires de la STQ, 6 peuvent desservir la traversée de l'île aux Coudres Saint-Joseph-de-la-Rive. Pourtant, actuellement, le seul disponible pour le faire, le NM Svanoy, ne nous cause que des ennuis et de l'insécurité. Est-il vraiment compatible avec les conditions maritimes de cette portion du Saint-Laurent? Est-ce que son équipage a les compétences pour naviguer le fleuve ici? Madame Bédard, vous avez déclaré hier à TVA que vos objectifs sont d'assurer un navire en service et d'apporter un deuxième navire pour l'été. Pendant que le NM Svanoy n'assure pas le service essentiel, comme tel est votre objectif, pourquoi fournissez-vous le lot Mergouin à Québec le 10 juin? Qui, avons-nous besoin de rappeler, ont déjà 2 ponts, alors que nous aurons seulement le Félix-Antoine Savard le 16 juin, si la date n'est pas retardée? Est-ce là une question d'image politique? Et qu'advient-il de notre traversier, le NM Joseph Savard, qui devait reprendre du service en janvier 2022? A-t-il retrouvé ses certificats de navigation? Sera-t-il encore capable de répondre aux besoins de l'île comme il l'a fait pendant plus de 30 ans? La situation actuelle provoque une mauvaise presse pour notre île pratiquement irrécupérable, tant au niveau touristique, démographique qu'économique. Qui a le goût de venir nous visiter ou d'y bâtir sa famille après de tels événements? Considérant que la sécurité des résidents n'est pas priorisée, que les soins de santé adéquats ne sont pas assurés, que l'éducation des enfants est mise en échec, que les perceptions négatives de l'île nuisent à son attractivité touristique, que les services à la population sont fragilisés, que l'économie est en péril, que la pérennité et la viabilité sont mises en jeu, que la population n'est pas informée des actions posées. Nous, insulaires, avons l'impression qu'on rit de nous, qu'on ne nous considère pas comme des Québécois et Québécoises à part entière. Mais le problème, c'est nous autres qui le vivons. La frustration des insulaires était palpable. Puis j'espère, madame, qu'on va durer au moins jusqu'à 10h30 ce soir. Vous allez manquer votre bateau. Fait qu'on va essayer d'étirer ça le plus longtemps possible. Il est clair que les insulaires n'ont plus confiance au traversier NM Svanoy. Moi, j'ai 2 jeunes enfants. Puis les embarquer sur le Svanoy, là, j'ai peur à chaque fois, OK? Parce qu'il n'est pas sécuritaire. Une journée, il va passer proche de la rentrée dans le quai, ben, en gare fluviale. C'est du clair. Me comprenez-vous? Arrêtez de mettre ça sur la faute de l'échouement du 17 février, là. Puis regardez-vous dans le miroir, parce que là, on en a plein notre casse. C'est ce que j'ai à dire. J'ai pas vraiment de questions, c'est juste un commentaire. Selon Caroline Dufour de Tourisme Île aux Coudres, les impacts financiers de cette situation sont de plus en plus importants. Caroline, Tourisme Île aux Coudres, je me fais porteur de tous mes membres ici. Ma question est pour monsieur, en fait. Présentement, dimanche et puis en fin de semaine, on a perdu encore 40 000 $ dans l'économie touristique. On a perdu environ 80 à 100 000 $. C'est difficile à chiffrer, on s'entend, là, à l'événement du 17 février. L'été passé, on perdait environ 200 000 $ quand il y avait des arrêts de service. C'est quoi là, vos plans pour essayer de redorer l'île? Parce que moi, pour vrai, avec l'équipe de Tourisme Île aux Coudres, la municipalité, on fait de notre possible pour être accueillants, être des marsouins qui veulent accueillir les touristes, les divertir, leur montrer à quel point on est chaleureux et notre porte d'entrée, elle est fermée. Et puis, on a une mauvaise presse qui se perpétue depuis 3 ans. 3 ans à se battre contre des unes de TVA, c'est impossible avec un budget de 100 000 $, là, parce qu'on est une petite population, on ne peut pas. Là. Donc, c'est quoi votre plan pour essayer de redorer l'île aux Coudres? On va prendre le temps de... On était ici à l'écoute, là, puis on va vous revenir avec quelque chose. Je n'ai pas rien à annoncer ce moment-ci, mais on était aussi à prendre le pouls de la situation. On va revenir avec tout ça, puis on va vous revenir avec... on comprend bien ce que vous vivez, puis on va être en arrière de vous. La demande d'obtenir rapidement un deuxième bateau est accueillie froidement. À soir, je vous ramène à l'insécurité qu'on vit. L'insécurité qu'on vit de plus en plus et à tous les jours.
à toutes les heures parce qu'on ne sait pas si on va revenir chez nous le soir. Moi, c'était ma plus grande crainte en m'en venant vivre à Lille. Puis tout le monde me disait, ben non, ça n'arrivera pas. C'est jamais arrivé qu'on ne vienne pas coucher un soir à Lille. Ça fait 2 fois en 3 mois que ça arrive, qu'il y a du monde qui ne puisse pas revenir coucher à Lille. Si on n'a pas du monde qui nous aide, que les marsouins ne se tiennent pas, bien, il y a 2 soirs en 3 mois qu'on ne vient pas coucher à Lille. C'est inacceptable. Ce soir, on vous demande la question, quand est-ce qu'on va avoir un bateau? On vous l'exige d'en avoir un ce vendredi. On ne veut pas vos réponses de cet été, on le veut maintenant. On ne veut plus avoir l'insécurité. À tous les soirs, on part avec une valise. Québec-Lévis, ils ont 2 ponts pour se rendre de l'autre bord. Je comprends, là. C'est bien terrible pour eux, là, si on leur enlève leur bateau. Nous, le soir, on ne peut pas rentrer chez nous. Puis je vais rajouter, vous avez une politique de remboursement. 100 $ la nuit là, à Baie-Saint-Paul, quand c'est le tourisme, là, il n'y en a pas. Fait qu'il faut sortir de notre poche l'argent pour coucher à Baie-Saint-Paul. C'est inacceptable. Je vous répète la question qu'on se répète depuis le début, qui est très claire. Je pense que les marsouins ont été clairs ce soir. On exige d'avoir un bateau fonctionnel, fiable, qui répond à nos besoins de façon continue cette semaine. C'est pas plus compliqué que ça. Merci. Alors, je vais vous donner la réponse que vous ne voulez pas entendre, mais il n'est pas dans l'intention d'envoyer le navire Alphonse Desjardins à l'île aux Côtes pour ce vendredi. Et l'intention, bien... S'il vous plaît. L'intention, c'est de solidifier le service avec le Svanoï puis de continuer à vous donner le service d'hélicoptère. Les impacts sur les élèves et les étudiants sont importants et on questionne les choix de la Société des traversiers. Merci. Martine Vallée, directrice générale du Centre de services scolaires de Charlevoix. Dans le fond, ce soir, ce que je veux porter à votre attention, c'est que la situation, elle nous empêche à nous, qui a aussi une mission, de donner un service équitable à la population de Charlevoix et aux enfants de Charlevoix actuellement. On a eu des bris de service, de la fermeture d'écoles. On arrive en fin d'année, c'est les évaluations du ministère, c'est des épreuves uniques à la même heure partout à la grandeur du Québec. On est toujours en train de se demander si on va être capable d'y tenir. Dans Charlevoix, on a plein de réalités sur le territoire, des grosses écoles, des petites écoles, et on s'est toujours fait un devoir, le Centre de services scolaires et sa gouvernance, de donner un service équitable à tous les enfants de Charlevoix. Actuellement, nos enfants sont privés de sortie. On est obligé d'annuler des gens qui viennent à l'école, des animations. Et je ne comprends pas ce soir pourquoi le choix est fait de ne pas mobiliser vos actifs que vous avez pour rendre un service fiable. Parce que la solution, elle existe. C'est pas vrai qu'elle n'existe pas. Ce soir, il y a une solution qui existe pour rendre ça demain matin ou dès vendredi fiable comme service en mobilisant les effectifs puis ce que vous avez comme moyen. Vous faites le choix de ne pas le faire et ça, c'est extrêmement difficile à comprendre. Surtout quand on lit sur votre site qu'un de vos principes de gouvernance, c'est de désenclaver les insulaires. Là, j'ai besoin d'aide pour comprendre. Bon, par quel bout je le prends? Un élément, OK. Comme société d'État, évidemment, notre priorité au service, quand on n'a pas de navire, la priorité est sur l'île aux Coudes. Vous l'avez vécu par l'affectation d'un navire de Québec-Lévis. Ça demeure notre plan, un navire de Québec-Lévis à l'île aux Coudes, s'il y a un bris de service. Ça demeure. Et là, présentement, il y a un seul navire à Québec-Lévis. J'ai quand même on a le devoir d'assurer un minimum de service partout. Ce que je vous dis ici, c'est que le service du Svanoï, il est en train de se rétablir complètement. On a mis un hélicoptère, puis S'il vous plaît. C'est le plein service avec le Svanoï. C'est ça notre point. C'est pas de vous laisser dans la situation actuellement, là.
Et il demeurera toujours que s'il y a un problème avec le Svaneuil, on enverra un navire de Québec-Lévis. Mais présentement, l'affectation de Québec-Lévis, le seul navire à Québec-Lévis, on se doit aussi d'offrir un service aux citoyens de Québec-Lévis. Donc, vendredi 12 mai, il n'y aura rien de plus nouveau. Bien, si la question c'est, va-t-il y avoir un navire de Québec-Lévis, c'est non. OK. Mais tantôt, là, le désenclavement. Dans votre mission, vous avez 4 à 5 affaires là, que vous dites. 5. L'expérience client. Je ne suis pas en train de vous dire que l'expérience, le service qui est donné actuellement, c'est le service optimal qu'on veut vous donner. Là. Je ne suis pas en train de dire... Il n'est pas optimal, madame. Il n'est pas optimal. Il n'est pas optimal. Non, mais je ne suis pas en train de dire que c'est le service qu'on veut vous donner, qu'on est fier de donner, puis que c'est le service optimal. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. C'est parce qu'il y a de l'insatisfaction. Oui, puis vous mettez 900 000 en publicité pour l'expérience client. Nous autres, ce qu'on vous demande, c'est un service de 3 heures de plus pour avoir un service continu. Ça coûte-t-il 900 000, ça? Non, c'est que l'enjeu, si on pouvait le donner, on le donnerait, c'est la formation du personnel qui est en cours et qui va se terminer. Le comité de mobilisation de l'île aux Coudres souhaite maintenir la pression. On vous remercie tout de même de vous être déplacé du moins. Par contre, on reste amer et insatisfait de la réponse et des demandes qu'on vous a faites ce soir. Il faut absolument que vous retravailliez pour qu'on regagne la confiance en votre organisation. Puis on ne lâchera pas le morceau. Hein? On ne le lâchera pas le morceau. S'il faut aller, on va y aller. Au gouvernement, à l'Assemblée nationale, on va aller déposer ces lettres-là. S'il faut y aller, toutes les 400 embarqués à pied sur le Alphonse Desjardins à Québec pour le faire bloquer, pour pas qu'il bouge, on va y aller. On ne lâchera jamais le morceau. Ça, c'est garanti. C'est dans notre ADN de Marsouin. On va se tenir debout. Les représentants du comité de mobilisation se sont rendus le 10 mai dernier à l'Assemblée nationale pour déposer les quelques 1000 lettres réclamant un deuxième traversier, et le maire Christian Dufour a également rencontré la ministre du Transport, Geneviève Guilbeault. Malheureusement, la situation demeure inchangée. Un seul traversier desservira l'île aux Coudres jusqu'à la mi-juin. Comme quoi, les Marsouins se sont fait entendre, mais ont-ils été écoutés? La ville de Baie-Saint-Paul a tenu un point de presse le 11 mai dernier pour faire un nouveau bilan de la situation suite aux inondations. Nous en avons profité pour nous entretenir avec le maire Michaël Pilote. Les opérations avancent de façon plus que satisfaisante pour le maire Michaël Pilote, qui se dit aussi bien conscient de l'attente des sinistrés. On vous demande la patience. Je sais que c'est pas facile. Une journée, lorsqu'on attend ce type de décision, ça paraît une éternité, mais il faut vraiment prendre le temps d'avoir les réponses aux questions. Et présentement, même si on appelle à l'hôtel de ville, même si on fait partir la machine à rumeurs dans Baie-Saint-Paul, ça ne fera pas avancer votre dossier. Donc, il faut être patient. Pour l'heure, la Croix-Rouge accueille toujours des sinistrés à l'Aréna Luc et Marie-Claude tous les jours de 11h à 19h. Présentement, c'est clair que le nombre de personnes qui sont relocalisées, qui sont hébergées là, via la Croix-Rouge est toujours en diminution. Est-ce que le nombre de personnes qui ont réintégré les domiciles a changé? On est toujours dans les mêmes chiffres là, qu'on mentionnait là, en début de semaine ou la semaine dernière, là, autour de 175 logements là, qui n'ont pu réintégrer encore aujourd'hui. Il y a quelques personnes, c'est quand même un nombre qui est tout de même modeste, qui ont pu réintégrer, mais la majorité des gens sont encore en attente des services là, aux sinistrés, donc les experts en sinistre. Le maire continue de marteler l'importance de l'aide psychosociale pour laquelle les intervenants du CIUS sont toujours sur le terrain. Un autre rappel est aussi fait concernant les demandes d'aide aux sinistrés. La première étape pour avoir accès aux différents programmes d'indemnisation est d'ouvrir un dossier auprès du ministère de la Sécurité publique. Il y a encore des gens que le dossier n'est pas ouvert. Un coup que le dossier est ouvert, il y a des agents là, qui s'occupent de l'admissibilité. Il y a un coup que l'admissibilité est correcte. Par la suite, il y a des experts en sinistre du ministère de la Sécurité publique là, qui se rendent sur les lieux. Le tout a débuté aujourd'hui. Donc, on pense là, aujourd'hui être en mesure d'effectuer une vingtaine d'analyses de sinistrés. Donc, ça débute.
Est-ce qu'on sera capable de toutes les faire aujourd'hui? Comme je viens de mentionner, la réponse est non. Donc, une vingtaine aujourd'hui. Aux dernières informations, on a eu quand même des différentes communications avec le cabinet du ministère de la Sécurité publique. Et là, on avait une soixantaine de personnes qui avaient ouvert un dossier et qui étaient déjà rendues à l'étape de l'admissibilité. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en traitement? Oui. Est-ce qu'on veut que les autres déposent leur dossier? Effectivement, il faut vraiment que le dossier soit ouvert. Les rumeurs de bâtiments perte totale ou de l'avenir de certains terrains sont démenties par la municipalité. L'ordre des choses est clairement énoncé et il est encore trop tôt pour avancer de telles affirmations. Aussitôt que les gens vont avoir reçu la visite des experts en sinistre, il y a un certificat de dommages qui va être émis, un certificat en fonction des dommages de la propriété. Donc, est-ce qu'il y en a que ça sera 40 % il y en a d'autres que ça sera 50 % d'autres que ça sera perte totale. Lorsque le certificat est émis par les experts en sinistre, on vous demande de venir à l'hôtel de ville ici à Baie-Saint-Paul et de le remettre au service d'urbanisme. Il y aura des validations, il y aura par la suite des décisions qui vont se prendre. Donc, il y a quand même des décisions qui seront prises par le gouvernement. Il y en a d'autres qui seront prises par la ville. Les opérations de nettoyage se poursuivent dans les secteurs touchés. La dernière collecte de débris sera faite le lundi 15 mai au matin. Par la suite, les citoyens devront déposer leurs matières résiduelles eux-mêmes dans les conteneurs spécialement identifiés. Si vous constatez également des mouvements de sol, des glissements de terrain sur votre propriété, on vous demande de le signaler au 88 28 57, qui est la ligne là, au niveau du service incendie. Un répit pour le paiement des taxes foncières est offert aux sinistrés. Plus de détails suivront à ce sujet. Ce lundi également, le 15 mai, à la ville de Baie-Saint-Paul, il va y avoir présence d'un bureau de réétablissement. Donc, il y aura du personnel qui va être dédié à temps complet pour répondre aux questions des sinistrés. Tout ce qui va s'enchaîner là, pour la suite des choses, répondre aux questions. Il y a une foire aux questions également qui va être mise en ligne. Ceux qui vont arriver avec les certificats de dommages. Donc, le bureau de rétablissement là, pourra être rejoint au 88 219 84 98 88 219 84 98 ou encore inondation@baiesaintpaul.com. Et également, à compter de lundi, il y aura un agent là, du ministère de la Sécurité publique qui pourra aider les personnes qui n'ont pas encore terminé leur dossier pour les indemnisations, qui sera sur place dans les bureaux de Service Québec à Baie-Saint-Paul, donc sur la 138. En ce qui concerne l'hébergement temporaire, des solutions sont à venir. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que oui, il y a des discussions, là, tout ce qui touche le BNB, tout ça, il y a des validations qui ont lieu présentement auprès du ministère du Tourisme. On regarde différentes avenues. Pour la construction de logements, il y a différentes discussions également là, qui ont lieu avec le ministère de l'Habitation, avec des promoteurs. Il devrait y avoir de belles annonces au courant des prochaines semaines, mais comme le tout est actuellement à l'étape des discussions et des validations, là, on n'annoncera pas de mesures concrètes aujourd'hui, mais oui, il devrait y avoir de belles annonces là, qui auront lieu au courant des prochaines semaines. Bonjour, Michaël. Bonjour. Vous nous avez beaucoup parlé de notre santé mentale, l'aide psychosociale. Est-ce qu'on peut vous demander, vous, comment ça va l'équipe à la ville? Comment ça s'est passé pour vous? Ça va bien, quand même. Là, on tient le coup. C'est clair que on pense également à l'ensemble de l'équipe. Donc, il y a eu quand même là, des séances du programme d'aide aux employés qui ont été déployées aujourd'hui. Là. Plusieurs employés ont eu des rencontres collectives de groupe avec le PAE pour avoir là, des conseils à ce niveau-là. C'est clair qu'il faut prendre du temps pour soi là, au courant des prochaines heures. Là, je vais peut-être prendre quelques premières heures. Là. On est au travail depuis le début, donc il faut penser se reposer également. Là, on commence au moins, on a des nuits qui sont normales. Les premières nuits, là, on passait l'ensemble de nos heures ici à l'hôtel de ville, mais ça va quand même assez bien. Il y a quand même des gens aussi qui vivent là, ces sinistres, donc c'est encore pire que nous là, pour ceux et celles qui sont sinistrés. Là. Est-ce que vous êtes satisfait de la mise en place du plan d'urgence? Je suis plus que satisfait. C'est vraiment une fierté là, comme maire de la ville de voir que ça s'est quand même déployé rapidement, de voir qu'il y a eu une synergie, que tout le monde s'est mis main dans la main, on a travaillé d'arrache-pied, tout le monde pour qu'on soit là, une grande équipe et vraiment, là, c'est une grande fierté de voir autant l'équipe municipale, autant les gens de Baie-Saint-Paul, les citoyens qui sont allés sur le terrain, qui ont aidé, les gens du festif. Donc, vraiment, c'est une fierté de voir la solidarité là, à l'intérieur de Baie-Saint-Paul. Pouvez-vous nous expliquer un peu le système d'état d'urgence? On a vu l'armée qui était là présente pour chercher les pompiers là, dans la rivière. Est-ce qu'on aurait pu penser avoir l'aide de bras supplémentaires aussi pour aider dans les corvées?
Vous faites référence à l'armée, ça? Oui. Bien, lorsqu'on demande l'armée, c'est vraiment là, des cas de force extrême. Là. Présentement, avec l'ensemble des ressources qu'on avait, autant au niveau de la ville, autant au niveau des partenaires, au niveau de la Sûreté du Québec, des services d'urgence, on était en mesure de répondre à l'appel. Lorsqu'on fait appel aux forces armées canadiennes, c'est vraiment lorsque tout ce qu'on a comme ressources est déployé et qu'on n'y arrive pas. Mais pour l'instant, ça n'a pas été envisagé là, de demander là, des forces armées canadiennes là, sur le terrain. Pour terminer, c'est quoi l'ordre de priorité là, pour les prochains enjeux à régler? L'ordre de priorité, on s'occupe de notre personnel. Hein. On veut que les gens là, aient quand même accès à du repos. On veut en même temps que les certificats du ministère de la Sécurité publique, les certificats de dommages arrivent rapidement. Donc ça, c'est une des étapes puisque on n'aura pas le choix d'avoir ces certificats-là pour prendre les décisions qui vont s'en suivre là, dans le futur. Est-ce qu'on démolit? Est-ce qu'on reconstruit? Est-ce qu'on déplace? Tout ça, ça va venir quand même là, au courant des prochaines semaines, des prochains mois, mais il faut vraiment se laisser le temps de bien faire le travail puisqu'il y a quand même différentes législations qui s'entrecroisent. Et il faut qu'on prenne des décisions qui soient responsables. Je le mentionne depuis le début, c'est pas une décision qu'on prend sur un coin de table de dire « vous, je vous démolis, vous, je vous garde, vous, vous allez là-bas ». C'est quand même de grosses décisions qu'on a à prendre. Merci beaucoup. Merci bien. Est-ce que le plan d'urgence a fait ses preuves? Qu'aurait-on pu faire autrement? Quelles sont les grandes réussites? C'est ce dont Martin Ouellette s'est entretenu avec M. Alain Gravel, directeur de la sécurité publique pour la ville de Baie-Saint-Paul. Alain Gravel, bonjour. Bonjour. Quelques jours avant les inondations, la ville de Baie-Saint-Paul mettait en place un site là, pour permettre aux citoyens de s'informer sur les débits d'eau. Vous êtes venu ici en parler un peu spécialement parce que c'était quelques jours là, avant même les inondations. On a bien expliqué quel était le système de surveillance des rivières de la ville de Baie-Saint-Paul. Ma première question, comment ça vous a servi en prévision des inondations qu'on a vues? Bien, les gens ont pu suivre, aller voir qu'on avait des hauteurs de rivière. On pouvait voir à mesure, on avait des alertes. On a commencé à avoir des alertes qui viennent de... Le dimanche soir? Le dimanche, on vient de... C'est plus le lundi. Le lundi okay. Dans l'avant-midi. On a eu un épisode de pluie environ de 8 heures à minuit le dimanche soir. Donc, on était déjà en alerte. Il a arrêté de pleuvoir à partir de minuit jusqu'à 5 heures. Après ça, il y avait des petits épisodes de pluie. Fait qu'on pouvait suivre notre rivière à mesure. Éventuellement, dans l'avant-midi, là, ça a parti à monter drastiquement. On a commencé à monter. Puis après ça, il y a eu, comme j'appelle ça, une vague qui est arrivée, qui a monté. La rivière a monté dans une demi-heure ou 3/4 d'heure. Justement, est-ce que c'est vraiment possible de prévoir une telle arrivée d'eau? C'est un coup d'eau qu'on a connu. Ça a levé en quelques minutes. Bien, c'est ça. Ça dépend toujours. On s'aperçoit avec les changements climatiques, ou en tout cas, changement climatique ou pas, il y en a qui ne le croient pas. Mais il y a un changement. La pluie tombe plus vite, plus rapidement dans un endroit. Là, en ce moment, on a eu plusieurs cellules qui ont tombé, soit en haut du Saint-Urbain, mais on a eu aussi dans le coin de Léo-Cochon, donc cet endroit-là. En 2008, on avait eu les mêmes pluies, mais on avait juste eu dans le coin de Léo-Cochon. Okay. Là, on a eu des grosses cellules de 100 mm de pluie un peu partout, qui a fait monter la rivière. Les témoins même moi, j'étais sur le terrain, ça a monté dans... Une demi-heure, la rivière a débordé. On a compris dans la dernière semaine que vous étiez très avancé, la ville de Baie-Saint-Paul, en surveillance là, des niveaux de rivière qui coulent dans la municipalité. Avez-vous l'impression que vous auriez pu en savoir plus long si vous aviez mis des détecteurs plus hauts encore au niveau des... Je pense que... Non, c'est possible de voir ça venir plus haut? Où est-ce qu'on les a installés, c'est des points vraiment névralgiques. Okay. On voit. Sauf que les alarmes, ça va tellement vite, on l'a vu ce coup-là, là, c'est vraiment un phénomène qu'on a eu. Absolument. On a eu déjà dans le passé, parce que j'ai déjà resté dans la rue Saint-Joseph, ce que je disais, normalement on voit la rivière monter, déborder, tout ça, puis dans quelques heures. On a le temps de voir venir un peu. C'est ça. Là, on est en train de raccourcir les délais d'intervention. Écoutez, et au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps de mobiliser tout le monde, puis c'est très vite, là. Puis surtout dans ce contexte-là, où on était déjà engagé à... Tous mes pompiers, on avait 2 sites là, qu'on était en train d'évacuer. Ici, sur 2 interventions? Oui, un à l'hôpital, où il y avait eu un problème d'une valve de vapeur, puis la garderie, où on est en train d'évacuer 30, un peu plus que 30 bébés, parce que la garderie était inondée. On était déjà
engagés. À ce moment-là, comment le fait de déclarer l'état d'urgence vous permet d'intervenir? Qu'est-ce que ça rajoute quand on dit on est en état d'urgence? Dans l'état d'urgence, ça donne des pouvoirs illimités là, donc au maire de décréter les évacuations, de réquisitionner tout ce qu'on peut pour sauver les gens. C'est la première chose que l'on doit faire. Donc, sauver, évacuer les gens. Fait que c'est ça que ça nous donne comme pouvoir. On a l'impression que vous étiez prêt à faire face à la situation. Est-ce que c'est grâce aux pratiques que vous aviez? Parce que vous étiez sur le terrain, vous étiez là. C'était difficile à voir ça venir, hein, une telle ampleur, mais vous avez l'impression que, vos équipes étaient prêtes, puis deux, que les citoyens étaient prêts à faire face à ça. Les équipes étaient prêtes. Comme je dis, je me suis répété une couple de fois, on se préparait au pire, on a eu pire que pire. Oui. Mais par contre, ma gang a bien réagi aussi, parce que quand on coupait le pont, moi, on n'était plus capable d'aller de l'autre côté. J'avais déjà des effectifs là-bas. Mais on appelle l'entraide, les éboulements, ils ont descendu avec des pompiers pour aider à l'évacuation. Ça fait qu'on est déjà des ententes. Du côté de nos services, on était prêts. Côté de notre organisation aussi, parce que le plan de sécurité civile, ça sert à ça. Ça sert à se préparer à des ça n'a pas été long. Il y a eu des refuges le soir même. On était prêts à faire face à la situation. Puis il faut comprendre la population aussi, dans la mesure d'urgence, bien souvent, on fait face à inondation. Mais là, on a eu une inondation, on a eu perte de courant, on a eu perte d'eau potable. On a perdu les deux ponts principaux pour aller Trois-Ciseaux. C'était une catastrophe parfaite là, qu'on avait. Effectivement, on a eu des gens qui ont été isolés. Sainte-Placide, donc sud, ils ont été isolés une journée et demie. Il n'y avait plus de chemin là. On a eu le domaine Transim. Le pont coupé d'un bord, l'autre qui était submergé. Ça fait que les gens isolés là. Donc, on doit s'assurer avant que les gens sont en sécurité. Et les moyens d'aller y aller. Fait que c'est ça qu'il faut, le début d'une intervention. Maintenant, on constate, là, puis là, il commence à sortir des statistiques parce qu'on a évalué ça. Il semblerait qu'on a eu un petit peu moins d'eau lundi, le 1er mai, qu'on en avait eu en 1976. On parle de 417 mètres cubes d'eau seconde contre 424, mais on dirait que les dommages sont bien plus importants puis que l'inondation est bien plus grande que ce qu'on a vécu en 1976. Pouvez-vous m'expliquer ça? Bien, écoute, ce que j'en sais, parce qu'ils sont en train de faire justement les études, l'ingénieur, regarder, c'est de la vitesse que l'eau tombe. Comme je disais tantôt, quand la rivière monte tranquillement, il tombe la pluie, ça monte, ça monte, ça monte. Mais là, on a plus le phénomène, ça monte très rapidement, ça donne la vitesse, fait que ça pousse beaucoup plus. Et ça détruit. Parce que dans les années passées, écoute, là, l'eau passait par-dessus le mur, puis là, ça montait. Mais là, ça a poussé sur le coin du mur aussi, et ça l'a ouvert. Fait que parce que c'est encore sur la rue Ménard qu'il y a eu une première brèche, là, comme en 1976. On dirait que c'est comme un lieu sensible. Là, c'est parce que la rivière change aussi. La rivière... Tant que la rivière, on sait que la rivière du Gouffre a fait beaucoup de choses. Mais elle perd de temps en temps des bouts. Ça fait que la rivière se met plus droite ou plus escarpée. Bien, on le voit là sur les photos, les cartes que nous avons. La rivière a décidé de continuer tout droit, là, comme ça. On le voit bien, là. Bien, ça a toujours été une zone inondable. Oui, c'est ça. On le sait, là, effectivement. C'est le secteur problématique. Ça n'a pas été d'intransième. Ça a été aussi dans rue Morin, bien sûr. Cet endroit-là, c'est sensible aussi, là. Ça a été dans le quartier de Clarence-Gagnon. Ça, on revient à l'inondation d'il y a 100 ans, là. Cette carte-là le prouve bien, là. Bien, oui, effectivement. Parce que la ligne jaune, c'est la ligne de 20 ans. La ligne rouge, c'est la ligne de 100 ans. Oui. Mais on s'accote un peu partout, là. On a eu, même dans Saint-Anne, les débuts des maisons ont été inondés aussi. Côté du bord du côté de Saint-Anne. Ça fait qu'on valide nos endroits en ce moment. Si c'était à refaire, y a-t-il quelque chose qu'on ferait différemment? Ou y a-t-il quelque chose que vous aimeriez avoir de plus ou quelque chose qui vous a manqué? Moi, je pense on s'entend que ça a bien été. Vous avez fait le 110 Moi, je pense qu'il faut sensibiliser encore plus la population. Ah oui? Oui. Moi, je pense qu'ils sont sensibilisés. On a une bonne... Les pompiers qui ont évacué ont eu une bonne coopération des gens. Mais les gens qui ont resté sur place, ça nous faisait repasser une deuxième fois. On a des limites d'intervention. Donc, vous demandiez aux gens d'évacuer, ils n'ont pas tous évacué. C'est ça, effectivement. Fait que là, il faut retourner avec des bateaux, il faut retourner avec un loader, donc essayer de sortir les gens. Là, ça s'en vient de plus en plus difficile. Parce que quand il y a une brèche où les arbres rentrent, il faut s'enlever de là.
Fait que pour ça que quand on passe, les gens, je pense qu'on va grandir tout le monde, ils vont comprendre quand on vous demande d'évacuation, bien, si on passe, donc vous avez 5, 10, 15 minutes. C'est pour ça que le 72 heures, se préparer à avoir, tu sais, moi, je me prépare à partir. Oui. Fait que ça, c'est important. C'était pas tout le monde qui était prêt à partir. Bien, les gens, je pense qu'il y avait des gens qui disaient « Ah non, ça va faire comme en 72, c'est ça, on ça va l'eau dans monter, mais bon. ça va redescendre. » On ne sait pas la nature. L'eau, c'est tellement fort, on ne sait pas. Est-ce qu'on pense à refaire les infrastructures qui ont été défaites? On sait qu'il y a des murs, des murets qui ont cédé, tout ça. Comment vous voyez ça dans les prochaines semaines en matière de protection civile contre la rivière? Bien, nous autres, comme moi, pour ma part, c'est la protection des gens. Oui, ça, c'est OK. sûr. Donc, nous autres, on va se préparer, peu importe, parce qu'il y a des brèches, il y a des choses. Ça n'arrivera pas. Je pense que ça n'arrivera plus cette année. Écoute, on touche du bois. Ouais. Mais nous autres, moi, notre service va se repréparer pour ça encore mieux. On était préparés, on va s'améliorer aussi dans la communication. Mais on a eu tellement d'aide de services incendies qui sont limitrophes à nous autres. Ça fait que ça a bien été pour notre partie. Côté murs, écoutez, ils sont en train d'expertiser. Pour l'instant, j'ai aucune idée de ce qui va arriver dans le futur. Mais il faut se préparer pareil. Ça peut être une panne de courant en plein hiver. Qu'on se ramasse personne. C'est ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. Vous perdez le courant pendant une semaine parce que les pylônes sont tombés. On est dans une mesure d'urgence grave, on est en hiver. Ça peut arriver n'importe quel temps. On parle d'inondation, mais là, l'eau potable, quand on l'a perdue, à un moment donné, on avait peur aussi, il y a une protection incendie. Il faut comprendre aussi, c'est une partie de la ville qui est touchée. Le reste de la ville continue. Fait que nous autres, il faut continuer à faire cette protection-là. Et assurer la protection Ben incendie oui. ailleurs. S'il y a 200 logements touchés, il nous en reste encore 4400 qui ne sont pas touchés. Donc, c'est important, tu sais, oui, focusser de ce qui arrive de l'aide, mais il ne faut pas oublier les gens qui ne sont pas touchés, qui vont demander qu'on a continué à avoir des alarmes incendie, nous autres. En terminant, Alain Gravel, de quoi êtes-vous le plus fier? Qu'est-ce qui vous rend le plus fier quand le premier regard que vous pouvez porter sur les événements qui ont eu lieu? Bien, la population, écoute, qui ont bien accueilli les pompiers malgré l'état d'urgence qu'il y avait, puis on n'a perdu personne. Puis ça, je vous dirais, là, c'est 2 pompiers volontaires à Saint-Urbain, ça, c'est autre chose. Il est arrivé un accident. Ça, c'est autre chose. Mais dans l'évacuation, malgré que c'était difficile, on a réussi à évacuer tout le monde parce que c'était pas facile de repasser une deuxième fois quand l'eau était rendue plus haute. Puis ils ont-tu vraiment parti? Ils voulaient pas trop partir. Mais tout le monde est parti. Moi, je suis fier, c'est que la population m'a parti. En tout cas, j'ai sauvé la population. On a sauvé la population. Il n'y a personne de mort ou de blessés graves dans ces inondations-là. Donc, cette partie-là. Malheureusement, les maisons, ben écoutez, ça, c'est pas mon ressort tout à fait. Je compatis avec les gens, là. Mais au moins, on a sorti nos gens. Puis c'est notre mission, sauvetage, évacuation. C'est notre mission première au service. Et je vous remercie. Puis vous remercierez tous vos pompiers et vos intervenants pour le travail qui a été fait. Puis je vous souhaite bonne chance pour les prochaines semaines parce que le travail n'est pas terminé. Non, non, effectivement. Merci beaucoup. Ouais. Plusieurs aides aux sinistrés ont émergé au courant de la dernière semaine, qu'elles soient financières, matérielles ou en service. Martin Ouellette, bonjour. Bonjour. Donc, ça émerge tout ça, ça continue de se multiplier. Oui, il y a beaucoup d'initiatives. Je pense que ça vaut la peine de les souligner parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui se démènent pour venir en aide aux sinistrés. Alors, on a fait une liste, là. Peut-être qu'il en manque, peut-être qu'il n'en manque pas, mais écoutez, on va quand même faire le tour. Ça donne déjà une bonne idée, là. Oui, alors, puis on pourrait dire merci, en gros, avant de commencer. Donc, merci à la Fondation de l'hôpital de Baie-Saint-Paul qui va créer un fonds spécial pour les sinistrés. Également, la galerie Art et Style et Harmattan donne 10 des profits de ses ventes du mois de mai aux sinistrés. La galerie Iris donne 10 des profits d'un événement qui se déroule actuellement, là, qui s'appelle... toute la semaine. Oui, Web, un art de printemps. Oui. Donc, on peut aller voir ça sur le web et puis on contribue en même temps au soutien des sinistrés. La pharmacie Family Prix a fait une
Campagne de levée de fonds. Une levée de fonds dans la pharmacie. Oui. Elle a récolté 18 000 et la pharmacie a doublé cette somme. Donc, il y a 36 000 là, et ça continue, mais il y a déjà 36 000 qui a été donné. Et peut-être avant d'aller plus loin, tout de suite, le dire, tout ça s'en va au Centre communautaire Pro Santé, qui a un fonds spécial pour les sinistrés. Qui gère les dons. Et qui gère les dons et les demandes aussi. Oui. Donc, c'est vraiment de ce côté-là que ça va se passer. Donc, 36 000 de la pharmacie Family Prix. Le développement social intégré, ça, c'est une partie de la MRC de Charlevoix. Oui. Donc, eux donnent 50 000 au niveau du développement social intégré, à quoi se rajoute 15 000 également de la MRC, donc 65 000 qui nous proviennent de ce côté-là. Du côté de l'Est, Charlevoix-Est, deux citoyennes ont lancé une campagne de levée de fonds. Donc, c'est Mélanie Lajoie et Sandra Tremblay. On les remercie. La campagne de levée de fonds est en cours. Et puis, on peut y aller là, sur le site Facebook Sinistré Charlevoix pour les gens de l'Est. Voir la liste là, des 35 commerces où on peut aller porter effectivement. Donc, on a ça de ce côté-là. Ensuite, il y a eu une collecte de fonds Facebook qui s'est faite dans les jours suivants quasiment le dans sinistre. les heures, oui, c'est ça. On est rendu à 2 000 de ce côté-là. Le groupe du Mégadrag Charlevoix avait son souper de bénévoles la semaine dernière. Ça réunissait beaucoup de représentants de grandes entreprises de la région. Eux, en levée de chapeau, 35 000 pendant la soirée qu'ils ont réussi à récolter. Oui, effectivement. Et puis, il faut le dire, là, il y a une levée de fonds également par les citoyennes Cindy Pelletier sur GoFundMe. Qui se poursuit. Oui. On est rendu à 31 000 de ce côté-là. Donc, on voit là, les initiatives au niveau monétaire se multiplient un petit peu partout. Oui, et on dit merci à tous ces gens-là qui y participent. Oui, puis il faut également dire merci à tous ceux qui soutiennent les sinistrés en offrant des services. Je pense, entre autres, là, par exemple, on a adapté la plateforme web Logement Charlevoix pour essayer de trouver, on sait que c'est un problème, là, pour essayer de trouver des logements là, pour les gens qui sont déplacés et qui sont vraiment des réfugiés, pas juste des sinistrés, mais qui ne peuvent pas retourner chez eux. Le groupe vert Soulières les roulottes, eux font la 138, aident à sortir les roulottes qui ont été déplacées par les flots, et puis font l'évaluation, puis aident également gratuitement là, pour les réclamations au niveau de l'assurance. Hébergement Charlevoix, lui, fait le lien entre les sinistrés puis les clients propriétaires de gîtes pour de l'hébergement temporaire. Donc, eux aussi mettent la main à la pâte. Il y a une collecte de vêtements et de jouets pour enfants qui est organisée par Mélanie Noël le 20 mai prochain, de 13h30 à 16h30. Et puis encore là, les détails sont sur le groupe Amis de Baie-Saint-Paul. Puis en terminant, il faut le souligner, l'Hôtel Baie-Saint-Paul puis le Motel des Cascades offrent également des rabais pour de l'hébergement aux sinistrés à l'intérieur de leur établissement hôtelier. Donc, ça fait vraiment, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives. Oui, oui, tout à fait. Et on en a besoin. Ça continue. On continue de suivre ça aussi. Les réseaux sociaux s'en chargent beaucoup. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe présentement. Puis je pense qu'en terminant, il faut vraiment souligner l'initiative de TVCO et de CIHO. On s'est mis ensemble pour faire un bingo de solidarité pour les sinistrés. Ce bingo-là se déroule le 19 mai prochain. À 19h. C'est en simultané sur les ondes de TVCO et CIHO. C'est une première, ça. Ben oui, un beau partenariat. Oui, qu'on travaille en simultané. Il y a 5 000 en prix à gagner. Donc, il y a des commanditaires qui nous ont aidés à constituer un gros lot de 5 000 Donc, les joueurs de bingo, la carte coûte 10 ont la chance de gagner des beaux prix, jusqu'à 5 000 en prix. Et puis, 100 de la vente des cartes à 10 100 de la vente va être versée au Centre communautaire Pro Santé. Et on peut se procurer ces cartes-là dès maintenant? Oui, puis et que ce soit dans l'ouest ou dans l'est de Charlevoix, les dépositaires normaux là, qui vendent nos bingos, parce que TVCO tient un bingo ainsi que CIHO. Donc, les dépositaires normaux des cartes de bingo ont les cartes du bingo de la solidarité. Alors, on invite tout le monde, bien sûr, à se procurer ces cartes-là. C'est une autre façon de soutenir nos sinistrés. Donc, le bingo de la solidarité, vendredi prochain, le 19 mai. Merci beaucoup, Martin. Au plaisir. Le Festival Jeunes artistes de l'Île aux Coudres récidive pour une seconde édition cet été. La directrice Marie-Laure Desbiens-Dufour était dans nos studios pour nous en parler. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Donc, tu viens nous parler du Festival Jeunes artistes duquel tu es la directrice. Exactement. Donc, le Festival Jeunes artistes qui a lieu à l'Île aux Coudres, qui a commencé l'an passé. Donc, on est à la 2e édition cette année. Parle-nous donc, pour commencer un peu, c'est quoi l'emblème du festival? C'est quoi votre mission, là? Notre mission principale, je dirais, c'est vraiment de faire briller les jeunes artistes de la relève. On trouve qu'il n'y a pas assez de place pour les jeunes. Souvent, c'est des compétitions, c'est moins un endroit où tout le monde peut se retrouver, puis juste avoir du fun, puis faire de la musique ensemble, faire découvrir des nouveaux artistes. Fait que c'est vraiment comme
un pont entre les spectacles pour le plaisir puis les concours. Fait que c'est vraiment pour donner une scène aux artistes. On est vraiment vers la jeunesse puis les artistes émergents. Là, donc pour leur donner une poussée, là, tu sais, allez-y. Puis donc, on s'attend à connaître pas grand monde, finalement, quand on regarde la programmation. Il faut être ouvert à découvrir des nouveaux artistes, des nouveaux genres. Bien, l'année passée, c'est sûr que notre programmation était plus discrète. Là, cette année, on a plus de gros noms. Bien, des gros noms, tu sais, on n'a pas des... Comme qui? Donne-nous un petit aperçu. On a Valence, Allô Fantôme et Rose, qui sont nos 3 têtes d'affiche, en fait, de nos 3 soirées principales. Oui. En fait, avec ces jeunes-là qui sont des jeunes, en fait, mais qui sont quand même un peu plus avancés dans leur démarche. Ils ont déjà des albums. Exactement. Ils sont représentés. Ouais, exactement. Fait que c'est vraiment comme de faire une soirée avec des jeunes qui commencent plus jusqu'à, par exemple, la tête d'affiche qui est Valence. OK. Donc, le festival, ce n'est que des présentations de spectacles ou il y a aussi des ateliers à travers ça? C'est quoi les formules qui sont présentées? C'est vraiment des présentations de spectacles. Okay. L'année passée, on avait une formule plutôt de jour et de soir. Cette année, on a penché plus pour seulement 4 soirées. Pourquoi? Ben, c'est vraiment juste parce qu'on voulait mettre plus disperser nos spectacles pour que les gens puissent aller plus à un spectacle en soirée, puis moins avoir trop de choses à voir. Ouais. On a pris le même nombre d'artistes l'année passée, mais plus séparés. Donc on peut aller chargé, tous les voir. On n'a pas besoin de faire un choix entre un ou l'autre. Exactement. Ça va être, l'année passée, il y avait des gens, des spectacles l'après-midi, puis le soir, des fois, les gens, l'après-midi, travaillaient, ils ne pouvaient pas venir, les gens de l'île. Donc, c'est plus accessible. C'est plus accessible, exactement. Est-ce que ça va être 4 belles soirées pour tout le monde qui sont sur l'île en semaine. Ça va être vraiment agréable. Est-ce qu'il y a d'autres modifications, améliorations par rapport à la première édition? La première édition, c'est un peu comme un projet pilote, là, si on veut. C'était beaucoup de travail. Il fallait tout monter au début. On n'avait rien fait. On partait de zéro. Là, cette année, on avait quand même une bonne base. Fait qu'on savait un peu à quoi s'attendre par rapport à l'année passée. Puis je dirais, comme différence, peut-être plus d'organisation, plus... dans la solide, structure, là, dans le fond, alors, plus la logistique. Exactement. On a aussi, je sais pas si trop je peux en parler, mais je vais vous dire un petit scoop! on va avoir de la merch. Oui, de la marchandise. De la marchandise. Des t-shirts, des petits Donc, c'est une façon de vous autofinancer un peu aussi. Ça va être vraiment le fun. On va avoir des beaux designs pour les t-shirts. Oui, on voit d'ailleurs votre logo qui est très beau. C'est Laura Bergeron. Oui. Ouais. Donc, parle-nous donc un peu aussi de ton équipe, là, parce que jeune artiste, mais jeunes organisateurs aussi. Oui, exactement. On a entre 19 et 21 ans, moi étant la plus vieille, 21. Donc, pour notre équipe, on a Maxime Villeneuve, qui est responsable des communications et des médias sociaux. On a Mathieu Boucher, qui est coordonnateur stratégique. Jules Boudreau, qui est directeur technique, et David Brunet, qui est conseiller stratégique. D'accord. Et puis, dis-moi donc, au niveau là, de vos lieux de diffusion, l'an passé, on était beaucoup au Capitaine et puis à la Fascine. Oui. Est-ce qu'on garde les mêmes lieux de diffusion cette année? On garde les mêmes lieux, mais on en rajoute un autre. Okay, on est vraiment contents. On rajoute la Fabrique de l'île. Oui. On va faire les spectacles, dans le fond, à l'arrière, là, où il y a l'espèce de petit gazebo. Oui. Puis tout le monde va pouvoir être là. Ça va être vraiment sympathique aussi. C'est comme trois places qui sont un peu partout dans l'île. Fait que ça fait en sorte que ça va être vraiment un festival de l'île et non seulement du Capitaine. Ça invite à se déplacer en même temps. C'est ça, exactement. Voir plein de commerces. Fait que c'est ça. Génial. Dis-moi donc, pour terminer, donc le festival, ça a lieu, c'est fin juillet, début août? Oui, exactement. Du 30 juillet au 2 août. Il y a des spectacles le 30, le 31, le 1er et le 2. D'accord. Et c'est combien où on se procure les billets? Les billets ne sont pas encore en vente, mais il faut rester à l'affût. Ça devrait être dans les prochaines semaines. OK. Puis l'année passée, c'était autour de 50 $. Ça devrait pas être bien pour une passe ou pour la par passe, spectacle? Okay. Pour les 4 jours. OK. Puis, donc, très abordable. Oui, exactement. Pour 4 jours de festivités. Merci beaucoup, Marie-Laure. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de l'invitation. C'est ce qui conclut les actualités cette semaine. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.